Salam alaikum. Alors, permettez-moi juste un mot personnel. Je suis né sur les rives de la Méditerranée, je suis né au Liban. Malheureusement, la guerre m'a obligé, ainsi que ma famille, à quitter le Liban. J'avais 10 ans et j'ai dû passer par Paris avant d'être invité en Algérie. C'est un honneur pour moi. Pour la première fois, je viens en Algérie. Je suis très honoré, très touché, chers amis, d'être parmi vous ce jour. Je n'ai pas d'intérêt particulier à déclarer, sauf l'intérêt de découvrir votre pays. Je suis très curieux de connaître ce pays. Alors je commence souvent le topo sur les AVC parce que je veux que ce topo soit le plus pratique, interactif et efficace pour vous. Et pratique parce que quelle que soit la spécialité, quel que soit le lieu où vous travaillez, vous allez rencontrer des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux et on va donner un peu l'incidence, la prévalence, les causes et les nouveautés thérapeutiques. Vous connaissez certainement ces trois personnages ici, réunis à Yalta en février 1945 et ont décidé du sort du monde. La Seconde Guerre n'était pas encore terminée quand ils ont signé l'accord de Yalta. Vous savez ce qu'ils avaient en plus en commun ce jour-là, ces trois personnes? Bon, le titre de mon intervention vous donne un indice. Les trois étaient victimes d'accidents vasculaires cérébraux ce jour-là. Si vous voyez Staline, tous les trois, ils avaient des tensions artérielles de l'ordre de 24 ce jour-là. On n'avait pas des traitements en dehors des saignées. Il n'y avait pas encore les diurétiques connus. Et ils avaient 24 de systolique. Donc les trois étaient en train de faire un stroke, un accident vasculaire cérébral. Staline, il était en train de faire un hématome occipital gauche, ce qui faisait qu'il ne voyait rien à sa droite, y compris les cartes qu'on lui présentait, tout ce qui était à droite, il avait une hémianopsie latérale homonyme. Le président américain au milieu, qui avait déjà une poliomyélite connue, qui était en fauteuil, il a fait ce jour-là un AVC sévère, il est mort quelques jours après Yalta, quelques semaines après, il était décédé d'un AVC hémorragique gravissime. Et Churchill, qui n'était pas à son premier stroke, il a déjà fait plusieurs AVC mineurs, lacunaires, et ce jour-là, on pensait qu'il boudait parce qu'il répondait à peine yes or no, mais en fait, il était aphasique. Donc vous voyez que l'AVC a des présentations cliniques diverses et variées, contrairement au syndrome coronarien aigu, tout le monde fait le diagnostic, douleur thoracique, et on dit qu'il est en train de faire une crise cardiaque. L'AVC, il y a beaucoup de pièges et je vais essayer d'être très pratique dans la clinique. Pourquoi c'est à connaître? Parce que c'est une maladie fréquente, partout dans le monde. 15 millions d'AVC par an. Donc ce n'est pas une maladie rare, c'est des nouveaux cas, tous les ans on ajoute. Et on va voir, il y a des pays où il y a des politiques de prévention et de traitement où l'incidence s'est stabilisée, voire descendre, mais des pays en voie de développement, malheureusement en Afrique, en Asie, où je me balade, l'incidence continue d'augmenter. On estime en moyenne 2400 AVC par 1 million d'habitants par an, ce qui fait qu'en France, on a 150 000 nouveaux cas d'AVC par an. Tous les ans, on a 150 000 nouveaux AVC. Donc, on a dépassé les crises cardiaques. Il y a 110 000 infarctus du myocarde et on a 150 000 AVC. Un AVC par minute, beaucoup dans le monde. Et si j'insiste sur ça, c'est que c'est la première cause de handicap neurologique chez l'adulte. Donc vous avez tous vu malheureusement des hémiplégiques et tout mon topo va être orienté qu'on peut changer la vie d'une personne victime d'AVC dans les quelques minutes qui suivent cette hémiplégie. On peut faire disparaître cette hémiplégie s'il est pris en charge très vite et on peut lui éviter le fauteuil roulant, avoir un bras en écharpe et ainsi de suite. Quand ça ne donne pas un handicap neurologique, et ça on le sous-estime aussi, j'ai entendu ce matin un topo sur les dépressions, les démences, le fait de faire des lacunes ou des AVC à répétition, ça devient une cause de démence très importante, et après la maladie d'Alzheimer, la deuxième cause de démence, c'est la démence vasculaire. Et c'est une cause de mortalité majeure, c'est la troisième cause de mortalité, mais si on ajoute la mortalité cardiovasculaire à la mortalité par AVC, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et là, vous voyez l'incidence dans les pays en rouge qui est très élevée. L'Algérie en fait partie, tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes quasiment, où là, on a dans ces pays un défaut de prévention et de traitement systématique et de connaissance de ce que c'est l'accident vasculaire cérébral et en particulier l'accident ischémique transitoire qui est un signal d'alarme majeur
de dire attention, cet accident ischémique transitoire, si on le prend en charge, on évite la constitution d'un infarctus cérébral. Donc pas seulement une incidence très élevée, alors qu'en Europe, Afrique du Nord, Japon, cette incidence est en train de baisser, mais malheureusement, dans ces pays-là, la mortalité par l'accident vasculaire cérébral est parmi les plus élevées, parce qu'il y a un défaut encore de centres de prise en charge spécialisés de l'accident vasculaire cérébral, pour le diagnostic, pour le traitement, pour la prévention primaire et secondaire, et pour la rééducation, la réhabilitation et l'insertion de ces patients. C'est ça qui fait baisser la mortalité et la morbidité. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux grands types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique, une artère qui se bouche, et là vous avez l'infarctus cérébral, l'accident ischémique constitué, et l'AVC hémorragique, quand il y a une hémorragie cérébrale. Et mon deuxième topo, ça sera sur l'HTA, parce que derrière cet AVC hémorragique, il y a une cause majeure à connaître, c'est l'hypertension artérielle. 90% des AVC hémorragiques, comme vous voyez sur la diapositive ici, s'il y a un laser, je veux bien, quelqu'un a un laser, sinon c'est pas grave, je peux bouger la flèche. Ces AVC hémorragiques, 9 fois sur 10, c'est l'hypertension artérielle qui fait ces saignements-là. Et ces chiffres-là, merci beaucoup, désolé. Et ces AVC hémorragiques, c'est faux les chiffres actuellement en Europe, en Afrique du Nord, c'est de l'ordre de 11-12%. Et vous avez compris que le dépistage et le traitement systématique de l'hypertension artérielle a permis de diviser par 2 le pourcentage des AVC hémorragiques, alors qu'en Afrique, c'est encore 50% des AVC sont des AVC hémorragiques. Quand on ne traite pas la tension artérielle, ces chiffres sont beaucoup plus élevés et on a une chance sur 2 de saigner, malheureusement, d'un AVC hémorragique. Cette diapositive doit vous faire peur et vous expliquer pourquoi il y a de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux, parce qu'on vit plus longtemps. Et vous voyez que l'homme qui est relativement défavorisé par rapport à la femme, il fait plus d'AVC, et puis finalement la femme âgée, ça devient la première cause de mortalité chez la femme âgée, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et vous voyez cette augmentation exponentielle de l'incidence des AVC avec l'âge, donc les chiffres explosent partout dans le monde, parce qu'on vit plus longtemps. Et l'autre cause, c'est les progrès de la médecine, en particulier la cardiologie, où ces patients qui bouchaient les coronaires vers la cinquantaine mouraient de leur attaque cardiaque. Maintenant, ils survivent grâce au progrès de la cardiologie, de la néphrologie, je vois il y a des néphrologues, de médecine interne. Ils survivent à ça, mais au prix d'un cœur insuffisant, arythmique, lui-même source d'embole. Et ce sont les patients qu'on a sauvés de l'accident coronarien, qu'on retrouve en neurologie quelques années plus tard, pour 2 raisons. Soit ils ont arrêté leur traitement anticoagulant, antiplaquettaire, et là, ils envoient des emboles vers la tête. Vous connaissez l'arythmie cardiaque par fibrillation atriale, première cause de cardiopathie emboligène, ou bien par excès de traitement anticoagulant, vous leur donnez un antiplaquettaire, voire 2 antiplaquettaires, voire 3, voire des anticoagulants, et malheureusement, ce que vous recherchez, diabétique ou pas diabétique, vous recherchez un effet anticoagulant, et si c'est mal pris, ou si la tension artérielle n'est pas correctement corrigée, on les retrouve dans mon service par des AVC hémorragiques. Je ne sais pas si c'est l'effet postprandial ou ce que je dis qui est en train de vous... Est-ce que vous dormez ou c'est moi qui vous choque là? Vous me rassurez beaucoup. Alors là, sur cette diapositive, pour vous rappeler les principales causes des AVC ischémiques, et là, on a presque la totalité des causes d'AVC ischémique. 25%, c'est le cœur qui est malade, qui envoie les emboles vers le cerveau, arythmie cardiaque, les valvulopathies, l'infarctus du myocarde. Là, vous avez les principales causes. Il y a des causes chez des sujets jeunes. Si j'ai le temps, je parlerai de PFO, le foramen ovale perméable. Sinon, la crosse de l'aorte athéromateuse, les carotides et le système vertébro-basilaire qui lui-même peut être bouché par tout ce que vous savez comme athérome. Et là, l'athérome des TSA, il est différent de l'athérome des jambes, où c'est le tabac qui joue un rôle primordial. C'est différent de l'athérome des coronaires, où c'est le cholestérol. Nous, là aussi, c'est l'hypertension artérielle. On est vraiment au centre de l'hypertension artérielle aujourd'hui parce que ça détruit le cerveau par différents moyens. Et j'en parlerai dans la deuxième conférence tout à l'heure. Il y a une cause aussi carotidienne, ce sont les dissections carotidiennes et les dissections vertébro-basilaires, je dirai un mot tout à l'heure. Et puis la maladie des petites artères, là aussi je retrouve l'hypertension artérielle parce que la première cause
qui bouge ces artères, ces petites artérioles cérébrales qui donnent des lacunes cérébrales, c'est l'hypertension artérielle. Que se passe-t-il si je bouche une artère cérébrale? Le débit sanguin cérébral chute. Vous savez que normalement, il est de 50 ml par minute. Et si j'arrête le débit sanguin cérébral en dessous de 20, là, je commence à voir les symptômes. Si c'est la zone de ma main, ma main va être off. J'ai un neurone qui ne reçoit pas du sang, donc il se met off. La main ne bouge pas. J'ai une parésie de la main. Si je rétablis le débit sanguin cérébral, ça va repartir, et c'est l'AIT. Quelques minutes, la main ne bouge pas, la jambe ne bouge pas, c'est l'accident ischémique transitoire, mais ce sont des neurones qui sont vivants. Ils sont off, ils supportent cette situation quelques minutes, maximum quelques heures, 3-4 heures, et au-delà de 4 heures, malheureusement, si vous les laissez dans cet état de misère de perfusion, là vous avez une nécrose irréversible de ces neurones et un trou cérébral se fait. Donc cette image de physiopathologie, est-ce que vous pouvez ne pas parler derrière moi, s'il vous plaît, ça me dérange. Merci. Donc, ce que vous voyez là, cette image de physiopathologie, maintenant avec l'IRM, on le voit. On arrive à dater et de dire qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui n'est pas mort. Là, la première heure, vous avez ce qui est rouge, ce sont de la nécrose. Mais tout ce qui est jaune et bleu, ça c'est du cerveau qui est off, donc je suis hémiplégique. Mais si je rétablis le débit sanguin cérébral, je sauve cette partie du cerveau, donc 90% du cerveau. Là, je m'adresse à toute la salle. Vous devez faire le diagnostic en moins de 30 secondes. En moins d'une minute, vous dites, quand on a une paralysie faciale, une asymétrie faciale qui se fait, vous avez une paralysie d'une main, d'une jambe, ils ne sont pas l'hémicorps. Tout signe neurologique qui apparaît d'une minute à l'autre est un signe d'accident vasculaire cérébral jusqu'à la preuve du contraire. Donc c'est un signal d'alerte majeur. Et là, on passe à la télé, à la radio partout en France, en Europe, pour expliquer ce que c'est l'accident vasculaire cérébral, parce que ce n'est pas comme le cœur. Et il y a des signes aussi qui sont un peu plus compliqués que la paralysie faciale, la symétrie faciale, c'est des problèmes de parole. Quand il n'y a que le problème de parole, c'est souvent en psychiatrie qu'ils sont les patients, parce qu'ils s'énervent, on ne comprend pas ce qu'ils disent n'importe quoi, et ça peut être pris pour une confusion mentale alors qu'il est aphasique. Donc si je touche que l'aire de Broca, les aires de langage dans l'hémisphère gauche, je suis aphasique, et je peux être aphasique sans hémiplégie. Donc hémiplégie, je suis par terre, tout le monde fait le diagnostic. Mais quand il y a des signes isolés, comme une atteinte occipitale, c'est que des troubles visuels. Occipital gauche, je ne vois pas ce qui se passe à ma droite. Le patient dit, je ne vois pas à droite, on l'envoie voir un ophtalmologue, alors que son problème est cérébral. L'œil, il n'a rien. C'est l'occipital gauche et ça donne que des troubles visuels. Donc on passe à côté du diagnostic de l'accident vasculaire cérébral occipital. Et ça peut être grave parce que ça peut aller jusqu'à, si on retarde comme ça, jusqu'à une occlusion du tronc basilaire. Et le tronc basilaire, c'est ça la symptomatologie. Là, j'ai parlé des accidents carotidiens, un œil qui ne voit pas, aphasie, hémiplégie. Ça, on sait que c'est une carotide qui est malade. Le système vertébro-basilaire, c'est un peu plus compliqué. Je ne vois pas la moitié d'un champ visuel. J'ai un grand vertige rotatoire, je ne tiens pas debout. Et ça, c'est souvent dans la fosse postérieure, c'est-à-dire cervelé et tronc cérébral qui est malade. Donc, c'est quelqu'un qui ne tient pas debout correctement, qui ne peut pas marcher correctement, sans qu'il y ait vraiment une hémiplégie. L'autre chose aussi qui est un signe direct d'une ischémie vertébro-basilaire, c'est les troubles de l'articulation et de la déglutition. Quelqu'un qui, d'un seul coup, il ne peut pas avaler, il s'étouffe avec sa propre salive, ne lui donnez plus à manger et regardez ce qui se passe au fond de sa gorge, parce que ça peut être une paralysie pharyngo-laryngée, signe d'accident vasculaire cérébral vertébro-basilaire. Donc mon message, c'est l'apparition brutale d'un signe neurologique récent égale accident vasculaire cérébral. Alors on les classe en AVC mineur, moyen et sévère selon une classification clinique, c'est le score qu'on utilise tous les jours, ce qui s'appelle le NIHSS. Plus il est élevé, vous avez compris, plus l'AVC il est étendu et important, et plus le risque de transformation hémorragique est élevé. Cet infarctus hémisphérique gauche, il est majeur, donnant une hémiplégie droite, une aphasie, et ça c'est un AVC qui, là aussi, l'autre drame par rapport au cœur, c'est qu'on a les infarctus qui peuvent saigner secondairement, même sans traitement anticoagulant, sans aspirine, spontanément, ils peuvent saigner. Et nous, quand on essaye de déboucher les artères en mettant des anticoagulants, des thrombolytiques ou de la thrombectomie ou de l'héparine, on risque de faire cette transformation hémorragique qui peut être fatale. Donc je vous disais que l'IRM maintenant moderne nous renseigne, parce que l'autre drame aussi, c'est l'AVC qui survient pendant le sommeil du patient. Le type, il fait son infarctus à 3 heures du matin, cérébral, je parle, ben, il n'est pas réveillé.
Et c'est à 7 heures du matin et il essaye de se lever pour aller aux toilettes et là, boum, il tombe. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait son AVC, entre minuit où il s'est endormi et 7 heures du matin. L'IRM maintenant permet de me dire que se passe-t-il sur les artères de ce patient-là qui a une hémiplégie droite. Ça me permet de dire c'est un AVC récent parce que je n'ai pas une destruction massive de l'hémisphère gauche. Quand il y a une hémiplégie droite, il faut regarder l'hémisphère gauche comme ici. Là, je n'ai pas une destruction massive parce que je suis dans les premières heures, premières minutes de l'accident vasculaire cérébral. Par contre, si je regarde la perfusion de cet hémisphère, là vous voyez tout ce qui est blanc ici, c'est un endroit qui ne reçoit pas de sang. Donc ce sont les fameux neurones, je vous ai dit off, mais ils ne sont pas morts parce que je ne les vois pas encore, ni au scanner qui met 6-7 heures pour devenir pathologique, ni l'IRM, les techniques de base qu'on appelle T1, T2. Là, ce que je vois là, c'est en diffusion. Et je peux tout de suite dire au radiologue que se passe-t-il dans les artères cérébrales gauches. Et là, je vois que l'artère cérébrale moyenne gauche, elle est occluse. Vous n'êtes pas des radiologues ici, mais là, vous avez l'artère à droite qui est perméable, à gauche, il n'y en a plus. Et là, tout de suite, je sais que ce patient-là, il a tout l'hémisphère gauche qui ne reçoit pas de sang parce que l'artère principale qui le nourrit, elle est bouchée. Et il y a des milliards de neurones et de synapses qui sont menacés de mort irréversible si je ne rétablis pas le débit sanguin cérébral, chose qu'on a rétablie ici. Vous voyez que l'artère cérébrale moyenne, elle est perméable. Il a gardé toute petite partie qui est en infarctus, mais on a sauvé 90% de son cerveau et le patient a pu reprendre une vie normale parce qu'il est retourné chez lui à J3, reprendre le travail à J7. Alors que l'histoire naturelle, vous laissez ça boucher comme ça, vous détruisez ça, c'est fauteuil roulant à vie, aphasie et toutes les séquelles neurologiques catastrophiques. Alors les nouveautés thérapeutiques, vous m'arrêtez, Monsieur le Président, quand je dépasse mon temps. Tout de suite, vous m'arrêtez. Hein. Non, je vous poserai des questions après. Alors, le traitement, les nouveautés. Comment on traite l'accident vasculaire cérébral en 2017 ? La première chose qui permet de réduire la mortalité et la morbidité, c'est de le mettre dans une unité spécialisée qu'on appelle stroke unit, unité neurovasculaire, et on va voir quelles sont les conditions pour une telle unité. Deuxième chose, il faut recanaliser le plus vite possible cette artère bouchée, et je vais vous parler bien sûr de la thrombolyse intraveineuse et de la thrombectomie mécanique et les protocoles de neuroprotection. L'unité neurovasculaire, c'est une unité de soins intensifs continus où le patient est scopé, on va voir qu'il y a plein de choses à faire, et rien que mettre un patient dans cette unité-là permet de réduire la mortalité de 30%, la morbidité et le handicap de 30%. Que fait-on dans cette unité ? Déjà, elle est ouverte 7 sur 7, 24 sur 24, parce que l'AVC peut survenir à n'importe quel moment. Et le but de tout ça, de ces médecins, de ces nurses, de ces radiologues, de ces anesthésistes, de laboratoires, c'est pouvoir accueillir le patient à n'importe quel moment, zéro refus, immédiatement, et pouvoir faire le diagnostic en moins de 12 minutes. Si on met plus de 15 minutes, je dis à mon staff, à mon équipe, on est foutu. Le patient, il est en train de perdre des neurones. Le traitement doit être administré à la 27e minute au plus tard de l'arrivée du patient par l'hélicoptère, par l'ambulance, par le moyen le plus rapide, c'est les sapeurs-pompiers en France ou le SAMU. Dès qu'il arrive, on déclenche une horloge, et si on met plus de 27 minutes pour le traiter, c'est qu'il va garder des séquelles. Et dans les 15 minutes, il est examiné, perfusé, stabilisé sur le plan hémodynamique, les examens de laboratoire d'urgence sont faits, et une IRM avec 2 questions, IRM ou scanner, s'il y a une contre-indication à l'IRM. Le premier examen maintenant de choix, c'est l'IRM cérébral qui dit quel est l'état du parenchyme cérébral et quel est l'état de perméabilité des artères qui nourrissent le cerveau. Et ça, on doit répondre à la 12e minute. Parce que chaque minute compte. Par minute d'occlusion artérielle, il y a 10 millions de neurones qui meurent par minute. Donc 10 minutes, si vous attendez l'ascenseur, c'est pour ça qu'on a fait un ascenseur spécial pour ça, et on a le scanner, l'IRM, la salle de cathéter, tout ça au même niveau. Donc on passe de l'un à l'autre, et dans la machine IRM, dès que j'ai dit c'est pas hémorragique, c'est ischémique, on a commencé le traitement. 10 minutes d'attente, 100 millions de neurones en moins. Si ce sont les neurones de ma main va rester paralysée. C'est simple. La thrombolyse, on utilise l'actylyse, le RTPA, selon le protocole indiqué ici, 0,9 mg kg, 10%, quelques milligrammes en bolus, et le reste à la seringue électrique. Et ça, on a 4h30 pour le faire.
Ça, c'est le cas d'une orthophoniste qui a fait une hémiplégie gauche. Là aussi, c'est l'autre drame de l'hémiplégie gauche. Il est anosognosique, il n'est pas aphasique, mais elle ne se rendait pas compte pourquoi elle était par terre. Elle ne comprenait pas pourquoi tout tombait de sa main gauche, de sa jambe gauche, alors qu'elle sait ce que c'est l'hémiplégie. Elle était incapable d'analyser pourquoi elle était par terre, parce que c'est la caractéristique de l'hémiplégie gauche. Et 2 heures après, on voit qu'elle a occlu une artère cérébrale moyenne droite, majeure ici, vous la voyez. Elle a un score clinique élevé. Et ça, j'ai toujours une larme aux yeux quand je vois ce cas-là, parce que, alors qu'elle disait « laissez-moi, je veux rentrer chez moi », on commence le traitement dans l'IRM, elle rebouge immédiatement la main gauche, elle reprend conscience de sa main gauche, de sa jambe gauche, et c'est une dame qui, le lendemain, elle est quasi asymptomatique, elle a tout récupéré de l'hémiplégie gauche, elle a les artères qui sont redevenues perméables, comme vous voyez ici, et on a sauvé 99% de son cerveau, donc elle a repris le travail à J5 et elle a gardé aucune séquelle de son accident vasculaire cérébral. Donc quand vous vivez cette situation même une fois dans votre vie, vous avez envie de le répéter. Maintenant, nous avons 20 alertes AVC par jour et on fait jusqu'à 5 thrombolyses par jour et on complète cette thrombolyse et c'est ça la nouveauté, c'est par la thrombectomie. Ce traitement est très efficace quand il est administré dans les premières minutes. Si vous attendez au-delà de 4h30, malheureusement, pas seulement il n'y a plus de neurones à sauver, mais vous courez un risque majeur de faire saigner le patient, de faire la transformation hémorragique. Donc si vous vous trompez dans le timing, vous risquez de faire saigner le patient et tuer le patient par une transformation hémorragique, comme vous voyez ici, qui est temps dépendant aussi, et taille de l'infarctus dépendant. Donc ça, il faut l'éviter, et ça c'est la transformation hémorragique, comme vous voyez ici. Donc sur 100 patients qu'on thrombolyse en intraveineux, un tiers récupère, les petits bonhommes en vert. Les petits bonhommes en vert foncé, ils rentrent chez eux, ils ont tout récupéré, ou la récupération peut être partielle ou totale, mais sachez qu'il y a 3% de risque d'aggravation par l'hémorragie dans un cas fatal sur 100. Alors, ce traitement magique, malheureusement, il ne marche pas chez tout le monde, parce que la première raison, c'est qu'on a 80% des patients qui arrivent au-delà de 4 heures. Donc au-delà de 4 heures, 4h30, on sait qu'on ne peut plus faire la thrombolyse, soit parce qu'il dormait, soit parce qu'il est tombé, il est tout seul, soit il est aphasique, soit il est dément, soit il y a plein de raisons pour lesquelles il n'arrive pas. Alors je n'ose même pas imaginer quand il n'y a pas d'unité neurovasculaire, toute une structure organisée pour l'accueillir très très vite. C'est le cas de l'Algérie, mais j'aimerais bien avoir votre témoignage là-dessus. Je vous parle de ça en Europe, en France. J'ai mis 15 ans pour mettre l'unité neurovasculaire en marche, c'est-à-dire en 2002, quand j'ai commencé la première thrombolyse, j'ai mis 3 heures pour faire ma première thrombolyse. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas tout seul. Deuxième chose, on ne peut pas le faire quand le patient vient d'être opéré. S'il y a une chirurgie récente dans le mois, si vous faites de la thrombolyse, il va saigner sur la plaie opératoire ou la greffe ou autre. Il y a un risque hémorragique. S'il prend des anticoagulants, pas des antiplaquettaires, s'il est sous AVK, sous héparine à dose efficace, vous ne pouvez pas faire la thrombolyse chimique parce que là, il y a un risque hémorragique majeur. Et ce traitement n'est pas très efficace quand c'est une grosse artère qui est bouchée. Si la carotide est bouchée, l'artère cérébrale à son origine est bouchée, quand c'est une atteinte proximale, le taux de reperfusion est très faible, d'où la nécessité d'avoir ce traitement qui est maintenant validé depuis seulement quelques mois, qui est la thrombectomie mécanique. C'est quoi la thrombectomie mécanique? C'est insérer un device qui est un stent à l'intérieur de l'artère cérébrale occluse. Vous voyez là, il y a une sorte de stent comme un filet de pêcheur, on va le mettre en contact du caillot et on va tirer sur ce filet pour retirer le caillot de sang qui a occlu l'artère cérébrale. Alors ça se passe dès qu'on voit qu'il y a une artère proximale bouchée, on commence la thrombolyse, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On commence la thrombolyse, de toute façon ça met 1 heure, le patient passe en salle de cathéter, comme vous voyez ici, bidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il faut faire une artériographie diagnostique. Pour cela, on va piquer l'artère fémorale parce que c'est la plus accessible pour nous et qui nous permet de monter la sonde en contact de l'artère bouchée, comme ici. On va traverser toute l'aorte. On va monter au contact du caillot de sang intracrânien grâce à ce cathéter. On déploie le stent que vous voyez ici en contact du caillot. On ne le laisse pas en place par rapport au coronaire. On va tirer dessus pour ramener, comme vous voyez ici, là je suis à l'intérieur d'une artère cérébrale occluse face et profil. Face, je vais introduire le microcathéter dans l'artère cérébrale moyenne
Et quand je retire ce stent, vous voyez, je peux retirer carrément des caillots macroscopiques, je peux les voir à l'œil nu, des caillots de sang qui étaient en train de boucher l'artère. On fait le contrôle artériographique et là vous voyez l'artère cérébrale moyenne débouchée, une reperfusion quasi complète de l'hémisphère droit. Et là on considère qu'on a fait bien le travail. Toutes ces études ont été publiées en 2015, fin 2015, dans New England Journal of Medicine, qui montrent, je ne vais pas entrer dans les chiffres pour ne pas vous fatiguer encore plus, mais on a permis de canaliser 2 fois plus que la thrombolyse IV seule, et on a permis de rendre des gens encore plus indépendants, plus autonomes qu'avec la thrombolyse seule. Alors, ce traitement marche quel que soit l'âge. Là, vous avez l'âge des patients. On peut le faire même après 80 ans. Avant, on s'arrêtait à 80-85 ans. Mais on voit que tous les âges peuvent bénéficier de ce traitement. En rouge, là, vous avez la thrombectomie versus la thrombolyse seule. Et on peut le faire quelle que soit la sévérité de l'accident vasculaire cérébral. Deuxième chose aussi qu'on a vu avec cette méta-analyse publiée dans le Lancet 2016, c'est que ce traitement de thrombectomie, il reste efficace jusqu'à 7h18 exactement, où il y a un intérêt à faire la thrombectomie par rapport à la thrombolyse seule. Je vais m'arrêter là parce que j'ai donné beaucoup d'informations, mais je reste à votre disposition pour quelques questions. Merci.